Aux confins du Sahel, un basculement silencieux commence aujourd'hui. Ce basculement ne s'explique pas par des chiffres flatteurs, mais par une discipline collective forgée dans l'adversité. Médias relus, contrats renégociés, routes sécurisées et une idée obstinée, souveraineté, qui remplace les réflexes d'anciennes dépendances. Lorsqu'un État jeune choisit d'appartenir d'abord à lui-même, les bureaux lointains cessent d'esquisser sa trajectoire et les marchés apprennent, parfois à contre-cœur, à écouter ses priorités, ce qui change la manière d'évaluer le risque et la valeur ici, maintenant. Que signifie pour vous Ibrahim Traoré au-delà du symbole? La suite se joue maintenant, à découvert. Dans cette histoire, la promesse n'est pas celle d'un miracle politique, mais d'une endurance mesurable. Transformer la vigilance en institution, la fierté en politique publique. Ibrahim Traoré l'a compris dès son premier décret. La liberté n'est pas un don, c'est un effort collectif qui exige contrôle, transparence et mémoire. La question n'est donc plus de savoir si le Burkina Faso peut survivre à la pression extérieure, mais combien de temps il peut conserver l'équilibre entre défense et ouverture. Car chaque réforme, du contrôle des médias à la rotation des officiers, s'accompagne d'un coût humain, l'inquiétude, le doute, la fatigue. Pourtant, derrière cette tension se cache un enjeu vital: redéfinir ce que signifie être souverain dans un monde où l'interdépendance ressemble à une tutelle déguisée. Un pays peut-il rester libre sans se fermer? Ce doute, subtilement entretenu, est le moteur de cette nouvelle ère. Le renversement ne s'est pas produit dans un fracas de coups d'État, mais dans une succession d'actes administratifs. Ibrahim Traoré a signé, en quelques semaines, plus de décrets économiques que ses trois prédécesseurs réunis. Cette cadence inédite, plus de 25 révisions de contrats miniers et 7 audits de flux étrangers, a transformé la bureaucratie en champ de bataille silencieux. Le chiffre brut n'explique pourtant pas tout. Il traduit une méthode presque clinique consistant à déplacer le pouvoir sans déclarer la guerre. Au-delà des colonnes de chiffres, le contexte s'étire. Un pays enclavé, encore dépendant de ses partenaires extérieurs pour 60% de son budget, choisit d'éteindre cette dépendance en pleine crise régionale. Le pari est double: regagner la souveraineté sans sombrer dans l'autarcie, affirmer une identité sans rompre le dialogue. Autour de Traoré, la comparaison revient sans cesse. Sankara avait rêvé d'émancipation, mais sans la technologie d'aujourd'hui. Lumumba avait défié l'ordre ancien, mais sans réseau continental. Cette génération-ci possède les deux, et la conscience aiguë du prix à payer. Dans les couloirs de Ouagadougou, la mini-révélation fut un matin de novembre. Les rapports de renseignement confirmaient que les attaques dites locales suivaient des modèles d'ingérence déjà testés ailleurs. Le constat, chiffré à l'appui, basculait le récit national. Le Burkina Faso ne luttait plus seulement contre le terrorisme, mais contre une industrie du désordre financé depuis l'extérieur. Dès lors, chaque mesure, audit, rotation, filtrage, devint autant un acte de survie qu'un message au monde. Ce basculement explique la tonalité du discours de Traoré: froide, factuelle, presque militaire. Le président ne cherche pas à séduire, il cherche à tenir. Et dans ce ton détaché, les citoyens entendent quelque chose de plus profond: la fatigue d'un continent qui refuse d'être encore une variable d'ajustement. Dans cette phase, Ibrahim Traoré n'est plus seulement un symbole, il devient le narrateur d'une méthode. Son style tranche avec celui des dirigeants du Sahel: peu de discours, beaucoup d'ordres précis. Les premiers pots qu'il passe d'un ministère à l'autre, vérifiant les registres, convoquant les responsables locaux, exigeant que chaque rapport financier soit signé de sa main. Cette rigueur, presque maniaque, a surpris même ses alliés, un chef d'État qui fonctionne comme un auditeur interne. Mais derrière cette austérité se cachait une intuition politique.
Traoré savait que la confiance se reconstruit d'abord par la visibilité. Montrer, expliquer, répéter. Les villages du Nord ont reçu les premières patrouilles mixtes, les zones minières, les premières équipes d'inspection. À chaque étape, la caméra nationale filmait les gestes, pas les slogans. Ce réalisme nouveau, presque brut, a donné au peuple une image tangible du changement, des routes rouvertes, des écoles reprises, des silences enfin interrompus par des sirènes civiles plutôt que militaires. Pourtant, chaque avancée portait sa part d'ombre. Les critiques parlaient déjà d'un état sous tension permanente, d'une surveillance qui frôle la méfiance. Ibrahim Traoré répondait par une formule: la vigilance est un devoir, pas une suspicion. Cette phrase est devenue un refrain national, répété sur les ondes et peinte sur les murs des postes de garde. Ainsi s'est installé le paradoxe de cette révolution. Une autorité née pour protéger la liberté, mais tentée par la discipline totale. Et dans cette tension, le véritable test commence. Tout commence par des signaux dispersés. Une embuscade au nord, un convoi disparu, des stations de radio locales subitement saturées de messages hostiles. Les premiers rapports sont laconiques, presque anodins, mais à mesure que les incidents se multiplient, le schéma devient évident. Quelqu'un orchestre le chaos. Ibrahim Traoré convoque alors son conseil de sécurité. Ce jour-là, selon plusieurs témoins, il ne hausse pas la voix. Il énumère simplement les faits. 3 attaques coordonnées, des financements étrangers traçables, des communications cryptées identiques à celles repérées en Libye quelques années plus tôt. Le ton change. La défense devient doctrine. La réaction est méthodique. D'abord, la presse internationale est mise sous surveillance. Les ONG aux financements opaques voient leurs comptes suspendus. Puis viennent les réformes militaires. Dissolution de la garde présidentielle, rotation des commandements toutes les 4 semaines, création d'une unité d'intervention rapide capable de se déployer en 30 minutes. Les observateurs extérieurs y voient un durcissement, mais à Ouagadougou, on parle d'une épuration nécessaire. Ibrahim Traoré martèle: l'infiltration commence par le confort. Nous la priverons de ce luxe. Cette phrase devient mot d'ordre dans les casernes. Les mois suivants confirment la bascule. Les ministères adoptent le même rythme. Les contrats publics supérieurs à 10 millions de dollars passent désormais par un conseil souverain d'examen. Le secteur minier, cœur économique du pays, subit une refonte complète. Nouveau cahier de charges, audit de traçabilité, participation majoritaire de l'État imposée dans toute exploitation d'or et de lithium. À l'étranger, la presse parle d'isolement. Sur le terrain, les marchés locaux redécouvrent la stabilité. Les routes du centre redeviennent praticables. Les patrouilles mixtes se multiplient. Les attaques diminuent de moitié. Mais cette reconstruction a un coût politique. Les libertés publiques se resserrent. Des journalistes hésitent, des opposants se taisent. L'équilibre entre sécurité et respiration démocratique devient précaire. Pourtant, les sondages internes rares mais éloquents montrent un soutien populaire supérieur à 70%. Dans les villages du Nord, on répète: nous avons peur, mais nous dormons. Cette phrase paradoxale résume l'esprit du moment. La peur comme instrument de paix. À mesure que la doctrine du forteresse Burkina s'installe, la ligne entre vigilance et contrôle s'efface. Mais pour Traoré, le choix est déjà fait. Mieux vaut un État trop rigide qu'un État effondré. Sa conviction n'est pas idéologique, elle est mécanique. Dans un environnement où chaque rumeur peut devenir arme, la survie devient mathématique. Moins de chaos égale plus de souffle. Ainsi se clôt cette phase de la Révolution, la construction d'une citadelle, non pas de pierre, mais d'attention. Le passage de la rhétorique à la mesure s'est produit à la fin de 2023.
Ibrahim Traoré ordonne alors un audit national sur les effets tangibles de cette doctrine. Le rapport, rendu public 3 mois plus tard, présente 3 chiffres décisifs. Le premier, le nombre d'attaques armées signalées chute de 312 à 147 en moins d'un an, soit une baisse de plus de 52%, mais à un coût élevé. Pour chaque incident évité, 2 journalistes déclarent une perte de liberté de mouvement. Cette corrélation, amère, devient l'un des paradoxes les plus discutés du pays. Le deuxième indicateur concerne l'économie. Les revenus de l'or augmentent de 18% après la renégociation des concessions. Ce gain apparemment modeste cache une réalité plus vaste. Pour la première fois, plus de la moitié des bénéfices restent dans les circuits nationaux, alimentant les budgets locaux et les réserves stratégiques. Les écoles et cliniques rurales réouvrent, souvent financées directement par ces nouveaux flux. La prospérité n'est pas spectaculaire, mais elle devient visible, dans les rues pavées, les entrepôts repeints, les marchés mieux fournis. Et, 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 et posséder le sol sous nos pieds, c'est aussi posséder le futur, déclare Ibrahim Traoré devant l'Assemblée. Le message est clair. La souveraineté se compte désormais en chiffres. Le troisième chiffre touche la perception, plus difficile à quantifier. 73% des citoyens interrogés disent se sentir plus protégés qu'avant, mais 41% craignent une dérive autoritaire. Ce double sentiment structure la nouvelle réalité burkinabé. Les analystes parlent d'un triangle de stabilité: sécurité, fierté, prudence. 3 forces qui se soutiennent mais se contredisent dès qu'une devient dominante. Ces données, froides en apparence, redessinent la carte du pouvoir. Les diplomates occidentaux y lisent un repli stratégique. Les pays voisins, un modèle de résistance. Les chancelleries de Bamako et de Niamey s'en inspirent ouvertement, adaptant leurs lois sécuritaires au modèle Traoré. Cette diffusion, mesurable par le nombre d'accords bilatéraux signés, 9 en 6 mois, marque la naissance d'un axe sahélien d'autodéfense. Ainsi, la forteresse Burkina n'est plus seulement un concept national. C'est une équation géopolitique où chaque variable, attaque, contrat, discours, pèse sur la balance de la souveraineté régionale. Et dans cette équation, Ibrahim Traoré reste le point fixe, la constante autour de laquelle tout gravite. Face à cette doctrine, 2 courants s'affrontent et chacun dispose d'arguments solides. Les critiques estiment qu'Ibrahim Traoré a transformé une lutte d'émancipation en architecture de contrôle. Il rappelle que la presse étrangère est restreinte, que les partis d'opposition peinent à s'exprimer et que la vigilance institutionnalisée devient une habitude dangereuse. Pour eux, la sécurité ne saurait justifier le rétrécissement progressif de l'espace civil. Un État sans critique, disent-ils, se condamne à sa propre cécité. Ces voix ne viennent pas seulement de l'extérieur. Des professeurs, des syndicalistes, des étudiants les relaient, parfois à voix basse, parfois avec courage. Les partisans, eux, renversent la perspective. Ils affirment qu'aucune démocratie ne peut survivre au milieu des balles et des manipulations étrangères. Selon eux, le Burkina Faso ne ferme pas son horizon, il le reconstruit. Avant, Traoré, rappelle-t-il, les convois humanitaires étaient attaqués chaque semaine, les villages abandonnés par milliers, les ressources pillées par des sociétés sous pavillon étranger. Aujourd'hui, l'État reprend pied. La discipline pour eux n'est pas l'ennemi de la liberté, mais sa condition première. Et si l'Occident crie à l'autoritarisme, c'est peut-être qu'il redoute un modèle alternatif qui lui échappe. Entre ces 2 pôles, la réalité se nuance. La doctrine a prouvé son efficacité logistique, mais elle reste fragile sur le plan symbolique. Trop d'ordre peut tuer l'élan qui l'a fondé. Trop de méfiance peut dessécher l'esprit de révolte qui la légitime.
Ibrahim Traoré marche ainsi sur une ligne de crête, bâtir une forteresse sans se barricader lui-même. Le débat, à Ouagadougou, ne porte plus sur le pourquoi, mais sur le jusqu'où. La vigilance a un prix, murmure-t-on désormais dans les cercles de la capitale. Cette formule marque un tournant dans le récit. Jusqu'ici, la doctrine semblait linéaire, protéger d'abord, ajuster ensuite. Mais dans les faits, le mécanisme s'est inversé. Pour tenir la ligne de sécurité, le pays a dû réinventer son lien social. Les universités organisent désormais des ateliers de défense civique, les agriculteurs, des gardes de nuit, les radios locales, des séances de vérification de rumeurs. L'État est devenu un écosystème de réflexes. Pour beaucoup, c'est une renaissance. Pour d'autres, une lente asphyxie. Entre ces deux perceptions, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un chef que comme un funambule avançant sur un fil tendu entre confiance et contrôle. Chaque discours, chaque décret pèse double, un bouclier d'un côté, une cage de l'autre. Et dans cette tension, quelque chose change. Le mot souveraineté cesse d'être un slogan. Il devient une discipline collective, un apprentissage quotidien de la peur et de la responsabilité partagée. Le silence du Sahel n'est plus celui de la soumission, mais celui d'un peuple qui retient son souffle. Les effets de cette transformation se manifestent en cercles concentriques, touchant 4 groupes majeurs. Dans les zones rurales, la sécurité retrouve un sens concret. Les routes jadis désertées rouvrent, les convois agricoles circulent de nouveau. Les écoles ferment moins souvent. Les marchés du Nord enregistrent une hausse de fréquentation de 22% en un an. Pour la première fois depuis 2018, les familles osent voyager après la tombée du jour. Cette stabilité, encore fragile, redonne au mot quotidien une valeur politique. La paix mesurée en heures de sommeil. Les habitants répètent: nous avons moins de liberté, mais plus de nuits tranquilles. Les entrepreneurs, longtemps dépendants de capitaux étrangers, bénéficient d'un effet inattendu. La réduction des importations forcées crée un espace nouveau pour la production nationale. Les coopératives minières enregistrent une croissance de 15%, tandis que le secteur du bâtiment redémarre grâce aux chantiers d'infrastructures publiques. Pourtant, les lourdeurs administratives persistent. Certains dénoncent un patriotisme économique trop rigide, où chaque signature nécessite un visa sécuritaire. Mais dans l'ensemble, l'économie interne respire mieux. Des milliers de Burkinabés de France et du Canada reviennent investir. Non par romantisme, mais parce que le pays leur paraît plus prévisible. Ici, au moins, on sait qui décide, confie un ingénieur revenu de Montréal. Les transferts financiers privés augmentent de 28%, un record. Dans les cafés de Ouagadougou, ce retour suscite un débat. Patriotisme sincère ou opportunisme calculé? Traoré, pragmatique, accueille les deux. Il y voit la preuve que la peur de l'instabilité s'est inversée de camp. Autour du Burkina Faso, le rayonnement est indéniable. Le Mali, le Niger et le Tchad reprennent des éléments de la doctrine. Rotation militaire, contrôle des contrats, audit des ONG. Cette contagion stratégique effraie les chancelleries européennes, qui y voient un bloc de résistance coordonné. Les analystes parlent désormais d'un axe de résilience plutôt que d'une alliance. Mais au cœur de ce mouvement, Ibrahim Traoré demeure le catalyseur, celui qui a prouvé qu'un petit État pouvait inverser la direction du vent. Pourtant, la victoire reste partielle. La vigilance a consolidé le territoire, mais au prix d'une fatigue psychologique. Le peuple vit en alerte permanente, suspendu entre fierté et lassitude. Le mur qui protège peut aussi isoler. Et dans le silence du soir, cette question revient. Combien de temps une révolution peut-elle tenir sans se reposer? Au moment où le Burkina Faso entre dans une nouvelle phase, trois trajectoires se dessinent. Chacune porte ses promesses, mais aussi ses pièges. Ibrahim Traoré le sait. L'histoire ne répète pas, elle teste.
Dans le premier scénario, la forteresse Burkina se stabilise. Les réformes se normalisent, la sécurité reste élevée et la population s'habitue à vivre sous un régime de discipline collective. Les universités rouvrent leurs portes à des débats encadrés. Les investissements publics se poursuivent grâce aux recettes minières et la coopération régionale s'étend à de nouveaux domaines: santé, éducation, agriculture. La vigilance devient une culture administrative plus qu'une peur civique. C'est la voie que Traoré préfère, celle d'un équilibre dur mais tenable. Dans un scénario plus optimiste, le Burkina Faso, allié au Mali et au Niger, parvient à institutionnaliser son axe de résilience. Les infrastructures transsahéliennes se concrétisent. Les partenariats énergétiques avec la Chine et le Brésil réduisent la dépendance envers l'Occident. L'économie croît de 5 à 6 portée par les exportations d'or et de lithium. Sur le plan symbolique, Traoré devient la figure d'une deuxième indépendance africaine. Ce scénario exige une discipline stricte, mais aussi un relâchement partiel du contrôle médiatique pour éviter l'étouffement intérieur. Mais si les tensions internes augmentent, la doctrine pourrait se refermer sur elle-même. Les sanctions économiques européennes déjà évoquées asphyxieraient les flux financiers. Les prix des denrées grimperaient de 42% en 6 mois. Le sentiment d'encerclement ravivé transformerait la vigilance en paranoïa. Traoré conserverait son autorité, mais à un coût moral insoutenable, la peur comme ciment national. Ce scénario n'est pas le plus probable, mais il reste le plus redouté. Entre ces futurs, la clé réside dans une seule question. Le contrôle peut-il coexister avec la confiance? Traoré, lucide, répond souvent sans emphase. Si nous ne faisons rien, d'autres décideront à notre place. Dans les rues de Ouagadougou, la révolution ne s'exprime plus en slogan, mais en habitude. Les gens ferment leurs boutiques, plutôt vérifient les messages avant de les partager et saluent les patrouilles avec un mélange de respect et de prudence. La forteresse Burkina n'est pas qu'une politique d'État, c'est une pédagogie collective. Ibrahim Traoré l'a compris. Pour durer, la souveraineté doit se ressentir avant de se comprendre. Ainsi, la sécurité n'est plus une abstraction ministérielle. Elle devient un réflexe quotidien. Dans les cafés de la capitale, 3 types de conversations dominent. Les jeunes parlent d'opportunités. Ils voient dans cette période de transition un espace à conquérir, créer, innover, coder, sans dépendre des bailleurs extérieurs. Les entrepreneurs sociaux évoquent un moment de fondation. Enfin, nous travaillons pour nous-mêmes. Les intellectuels s'inquiètent. Ils redoutent qu'une vigilance prolongée transforme la méfiance en norme morale. Pour eux, le pays doit apprendre à se détendre sans se désarmer. Enfin, les familles ordinaires, surtout dans les zones rurales, expriment une reconnaissance simple. Nos enfants dorment, nos récoltes arrivent. Cela suffit. Cette diversité d'émotions, loin d'être une faiblesse, est le véritable moteur du pays. Ibrahim Traoré le sait, une nation ne se gouverne pas seulement par des lois, mais par des perceptions. En gardant la peur sous contrôle, il tente de préserver la foi, non pas la foi religieuse, mais celle qui lie un peuple à son horizon. Et si la liberté avait désormais le visage de la vigilance? Ibrahim Traoré n'a jamais présenté sa doctrine comme un aboutissement, mais comme une méthode évolutive. Au tournant de 2025, il ordonne la mise en place d'un Conseil national de renouveau, chargé de redéfinir les priorités après la phase défensive. Le plan repose sur plusieurs axes, chacun assigné à une institution précise et mesurable dans le temps. D'abord, il faut rééquilibrer la vigilance.
Les unités militaires doivent réduire leurs patrouilles urbaines de 15% d'ici juin, transférant la sécurité du centre vers les zones frontalières. L'objectif: normaliser la vie civile sans baisser la garde. Ensuite, il s'agit de restaurer la parole publique. Les radios communautaires recevront des licences pilotes pour diffuser des débats citoyens sous supervision neutre. Traoré veut tester si la confiance peut renaître sans désordre, puis moderniser l'économie de subsistance. Un programme baptisé Terre libre 2030 finance la mécanisation des cultures et la transformation locale des minerais. Chaque contrat est audité par le Conseil souverain. La croissance attendue, plus 8% en 12 mois. Il faut aussi ouvrir une diplomatie de résilience. De nouveaux canaux s'établissent avec le Brésil, l'Iran et la Chine visant des coopérations techniques sans conditions politiques. Le mot d'ordre: partenariat horizontal, non tutelle. Enfin, il est crucial de mesurer la confiance. Des enquêtes trimestrielles suivront l'évolution de la perception publique: sécurité ressentie, liberté d'expression, cohésion nationale. Traoré insiste: ce que nous ne mesurons pas, nous le perdons. Cette feuille de route traduit une ambition simple: transformer la forteresse en fondation, car une vigilance sans horizon devient prison. Le pari est clair: que la discipline, devenue vertu nationale, retrouve sa souplesse sans rompre sa force. La nuit tombe sur Ouagadougou et les postes de contrôle se fondent dans la poussière. Dans son bureau encore éclairé, Ibrahim Traoré relit un passage des discours de Sankara. La page, usée par les relectures, semble lui renvoyer une question qu'il connaît trop bien: comment protéger un rêve sans l'étouffer? Autour de lui, la forteresse Burkina respire lentement, comme un organisme vivant. Les radios diffusent leur bilan, les patrouilles terminent leur ronde, les familles ferment les fenêtres contre la chaleur et la peur mêlée. Traoré ferme le dossier, regarde le drapeau, puis murmure: nous avons bâti des murs pour survivre, pas pour nous enfermer. Cette phrase circule dès le lendemain sur les réseaux locaux, reprise, détournée, réécrite. Elle devient le dernier refrain d'une année brûlante. Dans la voix du président, les Burkinabés entendent moins l'autorité qu'une fatigue lucide, celle d'un homme qui mesure le prix du courage collectif. Au loin, les tambours de Bobo Dioulasso battant encore, obstinés. Ce rythme, fragile mais constant, rappelle à chacun que le pouvoir peut se taire, mais que la nation, elle, continue de respirer. Le Burkina Faso se dresse aujourd'hui comme un miroir tendu au reste du continent. Ce qu'Ibrahim Traoré a entrepris dépasse la politique. C'est une expérience collective sur la peur, la dignité et la patience. La forteresse Burkina n'est pas une fin, mais une question ouverte. Combien de vigilance une liberté peut-elle supporter avant de se transformer? Au carrefour d'Afrique, les regards convergent. Du Lagos vibrant à Nairobi industrieuse, chacun observe ce laboratoire de souveraineté avec prudence et espoir. Car si le pays parvient à concilier autorité et respiration, alors peut-être un autre modèle émergera, ni occidental, ni autarcique, mais ancré dans sa propre cohérence. Pour ceux qui regardent de loin, l'histoire n'est pas terminée. Elle se réécrit chaque jour dans les choix minuscules d'un peuple qui refuse de plier. Et vous, que retiendrez-vous de cette leçon du Sahel? Que la liberté se défend mieux en silence, ou qu'elle ne vit vraiment que lorsqu'elle ose.